Bienvenue sur BFM TV, il est 15h30. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Aujourd'hui, ce retour sur Terre retardé encore. L'astronaute Thomas Pesquet et ses 3 coéquipiers ne devraient pas amérir avant mardi à l'aube à cause de vents violents dans la zone d'arrivée. Alors quel sera son programme ensuite? Éléments de réponse dans ce journal, notamment avec notre invitée Marie-Ange Sangui, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Éric Zemmour était l'invité de BFM TV et ce dimanche, le polémiste encore plus proche d'une candidature. Il ne reste plus qu'à me décider d'appuyer sur le bouton, a-t-il indiqué. Il tape aussi sur Emmanuel Macron et les LR et propose de réduire la CSG pour les bas salaires. On en parlera dans un instant avec Anne-Sora Dubois et Albert Zeno. Et puis au programme également, ces 158 skippers qui ont donc pris le départ de la Transat Jacques Vabre en début d'après-midi. C'est parti pour 8500 km de course en duo à travers l'Atlantique pour allier la Martinique. Les équipes de RMC Sport nous font revivre ce départ dans ce journal. Le départ de Thomas Pesquet est donc repoussé à demain en raison de la météo, repoussé à mardi. L'arrivée, en tout cas, l'amérissage, ce sera mardi. Il était initialement prévu dimanche, ce retour de l'astronaute français et de son équipage du Crew Dragon, finalement donc décalé d'une journée à cause de vents violents dans la zone où la navette devait amérir. Thomas Pesquet qui est désormais attendu mardi au large de la Floride. Romain Langlais. Après la pluie, c'est désormais le vent qui empêche le retour de Thomas Pesquet sur Terre. En raison de fortes rafales au large des côtes de la Floride, la NASA a été contrainte de reporter sa mission. Les vents défavorables ne facilitant pas la reprise de la capsule près de la zone d'amérissage. La capsule est accrochée en fait une fois qu'elle a traversé la couche de l'atmosphère, qu'elle est rentrée. Elle déploie 4 parachutes et ces 4 parachutes lui permettent d'atterrir en douceur ou d'amérir en douceur. Et quand les vents sont trop violents, on a des risques de parachutes qui s'en mêlent, qui ne s'ouvrent pas correctement. Donc on ne prend pas ces risques-là avec des personnes à bord. Et c'est pour ça que ça a été reporté. Le départ de l'ISS de Thomas Pesquet est désormais fixé à demain soir 20h05. Un voyage qui doit durer un peu plus de 8 heures avec une arrivée prévue aux alentours de 4h30 du matin mardi. Avec cette fois des conditions météorologiques plus optimales. La situation devrait évoluer à partir de mardi soir avec des vents qui devraient se calmer donc sur la partie ouest de la Floride, dans le golfe du Mexique, pour permettre l'amérissage en toute sécurité de la mission. Et contrairement à 2017 dans les steppes du Kazakhstan, cette fois-ci, l'arrivée en mer s'annonce beaucoup moins brutale pour Thomas Pesquet et ses 3 compagnons d'équipage. Mais attention cependant au mal de mer, après 6 mois dans l'espace en apesanteur. Et on en parle avec notre invitée Marie-Ange Sangui. On vous a aperçu dans ce sujet. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. On comprend bien qu'on prend évidemment le moins de risques possible pour le retour de Thomas Pesquet parce que c'est dangereux. Expliquez-nous comment ça va se passer concrètement, ce départ de l'ISS et ce retour sur Terre. Alors, donc, ils vont commencer, une fois qu'ils sont tous installés dans la capsule, ils vont se désamarrer donc, de cette station spatiale internationale. Ensuite, alors, si ça avait été ce soir, ils ne faisaient pas le tour de l'ISS pour prendre des photos, mais puisque finalement c'est reporté à demain, ils vont faire le tour de la station pour prendre différentes photos d'équipements qui subissent beaucoup de perturbations, beaucoup de choses venant de l'espace. Et ensuite, ils vont descendre, traverser l'atmosphère. On était sur un scénario long pour cette nuit, c'est-à-dire 18 heures pour rentrer. Là, ils ne vont mettre que 6 heures, donc ils vont préférer cette option, puisque sans WC, c'est mieux. C'est ça, il n'y a pas de toilettes d'abord. Alors, il y a eu un petit problème avec les toilettes. Voilà, il y a un petit problème avec les toilettes, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte lors du précédent vol avec justement les touristes Inspiration 4 qui étaient au mois de septembre, c'est qu'il y a eu une fuite au niveau de l'évacuation des urines. Donc, bon, ça n'est pas gravissime, mais c'est pas génial. Et donc, la capsule de Thomas, qui est là-haut depuis 6 mois, a exactement le même défaut. Donc, par précaution, on leur a dit pas de toilette à bord. Alors, sur 6 heures, ça va, on peut gérer à peu près. Sur 18 heures, ça commence à être compliqué. Mais en l'occurrence, ils sont habitués, ça fait partie du job. Donc voilà. Là, ils vont redescendre, ils vont traverser l'atmosphère et ils vont aller amérir sous parachute. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont être descendus à une certaine hauteur, vous avez 4 parachutes qui se déploient et ils vont se poser en douceur dans la mer, relativement en douceur. Et le problème, c'est qu'il faut que la mer soit correct, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des creux de 2 mètres ou 3 mètres et on ne doit pas avoir des vents violents
qui seront proches du sol parce que ça va gêner au niveau des parachutes. Merci Marion Changuy, vous restez avec nous, on reviendra avec vous dans le journal de 16h, notamment sur ce qui attend Thomas Pesquet et ses coéquipiers après cet amérissage donc décalé. On en vient à la politique à présent. Éric Zemmour qui était tout à l'heure l'invité de BFM TV Politique. On décrypte les principales déclarations du polémiste et quasi candidat désormais avec notre invité Albert Zenou. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef du service politique du Figaro et avec Anne Sora-Dubois du service politique. Alors fin de suspense, Éric Zemmour a déclaré ceci au sujet de sa déclaration de candidature à la présidentielle. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à me décider et à appuyer sur le bouton. Et à décider du jour et de la manière. C'est un changement de vie pour moi. Moi, je mets tout sur la table. Je n'ai pas, encore une fois, de parachute. Je ne suis pas député européen. Je ne suis pas député français. Je ne suis pas tout ça. Pour aller à la présidentielle... il faut que j'abandonne tout. Je ne fais pas de victimisation, vous comprenez, c'est un choix. Mais en tout cas, il faut franchir ce Rubicon-là. Ce n'est pas rien. La situation de la France est tellement grave, et tellement tragique, que ça demande des mesures exceptionnelles. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton Anne. On se rapproche encore un peu plus de la candidature d'Éric Zemmour. Le moment idéal, ce serait quand ? Le moment idéal, on pensait que ce serait la semaine prochaine parce que c'était l'anniversaire de la mort du général de Gaulle et les commémorations du 11 novembre. Mais pour l'instant, effectivement, Éric Zemmour laisse toujours planer le doute sur l'éventuelle date de sa déclaration de candidature. On comprend peut-être qu'il veut se rapprocher du Congrès des Républicains puisqu'il ne cesse de les pulvériser à jet continu à travers ses déclarations. En tout cas, jusque-là, c'était quand même une avancée très progressive. Je verrai si j'ai envie, je verrai si les Français ont envie, je verrai si toutes les conditions sont réunies. Là, c'était vraiment une déclaration de candidature. En clair, il dit « je suis candidat, mais je vous dirai officiellement quand j'aurai décidé la date et la manière, encore une fois, pour le citer. » Il a même rajouté je suis potentiellement au second tour, qui l'eût cru il y a un mois. En clair, si on le comprend bien, il y a le contexte. Il a la stature en plus, à ses yeux, parce qu'il rajoute quelques minutes plus tard oui, je suis journaliste, je ne suis pas un homme politique, mais ça va dans le sens de l'histoire. On rebascule côté société civile et plus politique historiquement depuis des années pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Donc, le contexte, le QG, l'équipe, l'envie, les sondages, peut-être lui manque-t-il juste les parrainages. On les attend, ces 500 parrainages. Albert Zenou, Éric Zemmour, donc, qui annonce cette candidature a priori très prochainement et qui a déclaré également « Lors de mes déplacements, les gens me disent « Sauvez-nous, sauvez la France ». Je ne laisserai pas tomber les gens qui me soutiennent. Les Français sont désespérés à ce point ? Je ne sais pas s'ils sont désespérés. En tous les cas, ceux qui vont au meeting d'Éric Zemmour, petit meeting entre guillemets, mais oui, semblent être plutôt désespérés. Ils attendent, alors peut-être comme le sauveur de la France, puisque c'est son stand principal. Il ne parle que de ça, il ne parle que de la France. Il ne veut pas parler. Vos confrères ont essayé de le titiller sur les propositions. Bon, il en a un peu donné, mais très, très vaguement. Sur le pouvoir d'achat notamment. Oui, mais c'est essentiellement, il ne parle. D'ailleurs, c'est ce qui a fait sa force, et ce qui fait toujours sa force, c'est qu'il ne parle que de la France. Il ne parle même pas des Français, il parle de la France, de la vision qu'il a. Et il a réussi à imposer ce thème-là que d'autres essayent de reprendre, alors via l'immigration, via la sécurité, des thèmes un peu particuliers, mais il a pour lui d'avoir imposé ce thème. Et c'est ce qui fait la force des candidats qui ont une vraie audience, c'est d'imposer son thème. En général, on dit que celui qui arrive à imposer le thème gagne l'élection. Sera suffisant, ça on saura le 24 avril au soir, mais il y a quelque chose qui est très très partagé par les électeurs et les soutiens d'Éric Zemmour, c'est qu'il y a une vraie adhésion de cela. Alors, quand on les voit, on les entend, on a fait des enquêtes, effectivement, ceux qui vont dans les meetings, ceux qui achètent ces livres, qui vont faire signer ces livres, sont très très attachés à sa personne. Il impose le thème, il impose le rythme aussi. Hein. Oui, et il a cette image de l'homme quasi providentiel, alors, même s'il s'en dégage, mais c'est le dernier espoir avant la sortie, quoi. Donc c'est en ça qu'il peut espérer et qu'il compte beaucoup. Alors, il a fait une proposition, Éric Zemmour, dans BFM Politique, concernant le pouvoir d'achat et concernant les ménages à faible revenu. Écoutez, on en parle juste après. Il faut réindustrialiser. Il faut faire un crédit de relocalisation. Il faut réduire la solidarité nationale. Il faut l'exclure pour les étrangers. Je propose, moi, si vous voulez, de réduire la CSG pour les bas salaires, pour les gens qui sont au SMIC jusqu'au salaire médian. La personne au SMIC,
Elle gagne à peu près 1280 net. Les charges sociales, pour lui, ça représente 21%. Sur ces 21%, la CSG représente 9%. Donc je réduirais les 9% à 2,5%. Ça lui ferait sur l'année un 13e mois en plus. Voilà pour cette proposition. Baisser la CSG, notamment pour les bas salaires. Anne-Sora Dubois, on a enfin une proposition concrète ? Concernant le pouvoir d'achat, absolument. Il était pressé là-dessus par ses opposants politiques, qui sont déjà des opposants politiques. Candidat déjà déclaré, qui disait Éric Zemmour parle de la France, effectivement, mais il ne propose rien pour les Français. Et notamment sur cette question du pouvoir d'achat qui est en train de devenir très prégnante, on le sait, avec l'inflation et la hausse aussi du coût de l'énergie. Cette première mesure donc qui est proposée par Éric Zemmour, réduire les charges sur le salaire. Alors c'est un serpent de mer dans la vie politique française. Et d'ailleurs, la mesure qu'il propose, lui, réduire la CSG pour les bas salaires, il dit du SMIC jusqu'au salaire médian. Cette proposition-là, elle a déjà été formulée par Jean-Marc Ayrault en 2016 et elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel qui disait que ça créait une rupture d'égalité devant les charges. En clair, ça voulait dire qu'on supprimait les charges pour ceux qui étaient salariés, mais pas pour ceux qui ne sont pas salariés, les travailleurs modestes, donc qui sont au chômage et qui ne sont pas salariés. En tout cas, on verra s'il veut changer la Constitution. C'est pas la première fois qu'il le propose depuis qu'il commence à détailler son programme. Mais en tout cas, ça montre que maintenant, il commence à vouloir étoffer son programme. On s'avance de plus en plus, on vient de le dire, vers une déclaration de candidature. Et pour ça, il sait qu'il va être attaqué, notamment sur les questions de pouvoir d'achat. Il a toujours dit surtout, quand même, sur l'autre versant politique, que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner parce qu'elle ne pouvait pas réunir les classes modestes, les foyers modestes précisément, et la bourgeoisie patriote, ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote, avec un niveau de vie un peu plus élevé. On constate quand même qu'avec cette mesure, son premier cœur de cible, la première destination de cette mesure, c'est encore une fois le cœur de cible de Marine Le Pen. Merci beaucoup Anne. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. On va continuer à revenir sur les différents points de cette interview d'Éric Zemmour donc dans BFM Politique à la mi-journée sur BFM TV. A tout de suite. Quel champion pour la droite pour l'élection présidentielle ? Dimanche 14 novembre à 20h45, un débat exceptionnel. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse. Tous les candidats à l'investiture Les Républicains réunis sur BFM TV. Immigration, sécurité, économie, vision de la France. Ils dévoileront leurs propositions, feront entendre leurs différences. L'enjeu, être celui qui portera les idées de la droite à l'élection présidentielle. 2022, le débat de la droite. C'est dimanche 14 novembre à 20h45 en direct sur BFM TV et RMC. 2022, le choix des Français. Découvrez Apprendre ou à laisser, le jeu des boîtes qui peut vous faire gagner jusqu'à 500 000 €. Et même plus si vous continuez à jouer sur l'appli ou sur fdj.fr. Allô ? Alors, vous échangez votre boîte ou vous la gardez ? Apprendre ou à laisser, un jeu illico. S'arrêter ou continuer ? Dans tous les cas, c'est à vous de décider. Le Castor réussit toujours à optimiser son espace. Alors vous aussi, du dressing à la chambre et même sous l'escalier, profitez de la gamme de rangement Atomia, une solution qui vous offre plus de place dans tous les espaces. Et trouvez un bricoleur pour vous aider avec notre partenaire Nidelp. Réveillez le Castor qui est en vous. Cet hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski. Travelski, tout ce qui compte. Calme-toi, Georges. Direct Assurance, bonjour. Ça vous suffisait pas de répondre au téléphone. Il fallait aussi que vous répondiez par WhatsApp et Messenger. Vous savez quoi, Direct Assurance ? On vous adore. Merci. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Transformez votre carrière. Apprenez une langue avec Babel. Choisissez une méthode d'expert et exprimez-vous en toute confiance. Il suffit d'une conversation pour ouvrir un monde d'opportunités. Plusieurs millions de personnes apprennent déjà avec Babel. Vous aussi, téléchargez l'application ou rendez-vous sur babel.com. Quand tout s'est arrêté, j'ai su prendre les bons virages et saisir de nouvelles opportunités. Moi, j'ai presque rien changé. Je me suis juste réinventé. Et même si tout le monde m'a dit c'est le pire moment, je me suis lancée. À chaque nouveau défi, Société Générale s'engage à vos côtés.
C'est vous l'avenir. Société Générale. Livrer à toute vitesse les baskets de Sonia. Être près de Manon, même si elle a décidé de vivre loin de tout. Dire oui aux prêts étudiants de Léo, Fatou et Alex. Épauler Céline et son associé dans leur conquête de l'Europe. Et laisser respirer le quartier de Karim avec nos véhicules électriques. Être proche de 67 millions de personnes, c'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser partout. La proximité, c'est un métier. On est super bien chez toi, Marco. J'ai fait installer des radiateurs électriques Atlantique et depuis, il fait super bon à la maison. Atlantique, on est bien chez vous. Vendez votre voiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Pendant le confinement, j'ai redécouvert mon quartier. J'ai vraiment apprécié le calme de cette circulation apaisée. Je suis vraiment content de voir que les vélos cargo s'intègrent parfaitement dans le paysage urbain d'aujourd'hui et de demain. On a démarré tout petit avec seulement 2 vélos. Depuis, on a grandi et on se développe aujourd'hui dans plusieurs centres-villes de France. À Colmar, Montpellier, Rouen, Strasbourg, Paris. Le développement durable, c'est une course de fond et je sens vraiment qu'on va dans la bonne direction. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Nous pensons qu'il a été enlevé. Dis-moi ce que je veux savoir. Où est mon fils? Myson, actuellement au cinéma. 15h47 sur BFM TV. Merci d'être avec nous cet après-midi. On revient sur ces déclarations d'Éric Zemmour ce midi dans BFM Politique. Le polémiste d'extrême droite, futur candidat, il a précisé ses intentions tout à l'heure à la candidature, s'est exprimé sur une prolongation du pass sanitaire qu'il juge excessive. On l'écoute. Je pense que cette prolongation est très excessive et surtout, je m'interroge de savoir si il faudra le pass sanitaire pour aller voter. Parce que là, ça veut dire que Emmanuel Macron préparerait, je ne lui fais pas de procès d'intention, mais il faut l'interroger là-dessus, préparerait une entourloupe majeure s'il imposait le pass sanitaire pour aller voter. Anne, cette intervention précise a fait réagir dans les rangs de la Macronie, notamment Christophe Castaner. Oui, le président, effectivement, des députés de La République En Marche, qui parle d'une fausse insinuation complotiste de plus, je cite, de la part de celui qui ne cherche qu'à alimenter les peurs et la défiance du tous contre tous. C'était évident que ça allait faire réagir cette déclaration d'Éric Zemmour. D'abord parce qu'il n'a jamais été question, à aucun moment, de mettre en place le pass sanitaire pour l'élection présidentielle. Jamais ça n'a été évoqué par quiconque. Et d'ailleurs, c'est anticonstitutionnel. Depuis le début, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal lui-même, l'avait dit début octobre 2021, si le pass sanitaire, je le cite aussi, est réactivé, il ne le serait pas pour le fait d'aller voter. Ce qu'il faut comprendre à travers cette déclaration d'Éric Zemmour, quand il dit en plus, je ne fais surtout pas de procès d'intention au président de la République, c'est qu'il cherche d'une certaine façon à récupérer, en tout cas à faire un petit signe de la main à une partie de l'électorat, ou plutôt du non-électorat, parce qu'ils sont aussi beaucoup abstentionnistes, des complotistes qui considèrent depuis le début de cette épidémie que le chef de l'État détient trop de pouvoir dans ses mains et qui pourra aller jusqu'au fait de vouloir écarter du vote en gros les anti-passes sanitaires, parce que si le pass sanitaire est obligatoire pour aller voter, tous les anti-passes sanitaires sont écartés du vote. Sans le dire, d'une certaine façon, il cherche à récupérer cet électorat-là. Alors Albert Zenou, justement, on parle de cet électorat. On a abordé la question tout à l'heure du pouvoir d'achat sur lequel se positionne aussi Éric Zemmour avec ses propositions sur les bas salaires. Éric Zemmour a déclaré tout à l'heure, j'ai un tiers des électeurs de Marine Le Pen, un tiers des électeurs de François Fillon et un tiers d'abstentionnistes. Et il drague, on a l'impression aussi, beaucoup plus la classe populaire désormais. Oui, parce que dans sa stratégie, il y a la réconciliation de deux droites. La droite qu'il appelle la bourgeoisie patriote, qu'il a déjà comme électeur, comme potentiel. Donc ceux-là, il les a. Et puis cette droite, enfin cette classe populaire, ce que Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc populaire, qui pour l'instant est encore assez attaché à Marine Le Pen. Donc il s'agit, via une des propositions ce matin, donc sur l'abaissement de la CSG, d'aller chercher cet électorat. C'est la clé du scrutin, c'est l'enjeu de ce scrutin. Ce seront les classes populaires. Est-ce qu'elles restent attachées à Marine Le Pen? Dans quel cas,
Il sera dans les pas de Marine Le Pen, à peu près à égalité, un peu devant, un peu derrière. Ça, on le saura plus tard. Et bien, s'il arrive à aspirer une grande partie de cet électorat-là, il peut s'envoler et atteindre des sommets, être sûr d'être au second tour et d'être un vrai challenger, pour l'instant, d'Emmanuel Macron. Donc, cet enjeu sur les classes populaires est stratégique. Pour Éric Zemmour, pour Marine Le Pen, mais également pour Emmanuel Macron, également pour la gauche, qui a depuis très très longtemps perdu ce vote des classes populaires au profit de la droite extrême, comme on veut. Mais donc, il faut pour Éric Zemmour aller chercher cet électorat-là. Et ce type de proposition sur la CSG, c'en est parfaite, l'illustration parfaite. Vous restez avec nous, Albert Zenour. On repartira dans le journal de 16h de cette interview d'Éric Zemmour dans BFM Politique à la mi-journée, l'analyse et le décryptage à suivre. On parle aussi ce dimanche de sport de voile. C'est parti pour la Transat Jacques Vabre, 15e édition de cette course transatlantique en double qui s'était lancée du Havre à 13h27 précisément. 158 skippers à bord de 79 bateaux qui vont donc parcourir 8500 km jusqu'à Fort-de-France en Martinique. Il y avait le retour du public, ça fait du bien forcément. Après, on s'en souvient, un Vendée Globe l'an dernier sans public. Ça y est, c'est parti. C'est toujours des belles images qu'on aime voir. Des très belles images en mer et on espère qu'ils auront une belle météo. On fait le point justement avec Kevin Fleury. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Et quel spectacle en ce moment dans le massif des Pyrénées où l'automne va bientôt laisser sa place à l'hiver. Regardez ce contraste entre la neige tombée ces dernières heures et puis les couleurs de l'automne qui restent bien sûr omniprésentes sur les arbres. Ambiance, on est d'accord, beaucoup plus mitigée. Côté ciel sur une grande partie de la France ces dernières heures. Regardez ce baleine nuage en provenance notamment du nord Atlantique qui ont continué donc de circuler au-dessus du pays. C'est pas terminé non plus également ces précipitations en Méditerranée, notamment sur la Corse qui devrait être bien arrosée et elle en a bien besoin dans les prochains jours. Pour ce lundi matin, en tout cas, beaucoup de nuages côté continent, ici entre les Pyrénées où il neigera à 2700 mètres d'altitude et le nord-est, à l'arrière des éclaircies assez timides. Attention d'ailleurs aux brumes et brouillards sur une grande partie de la France. Sur l'île de Beauté, on le disait déjà, quelques gouttes de pluie, mais uniquement sur la montagne. Des gouttes de pluie qui pourraient déborder également sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis beaucoup plus beau quand même ici entre les Alpes et le golfe du Lion. Dans l'après-midi, aucun changement d'ailleurs côté vent avec ce Mistral et cette tramontane qui resteront très forts tout au long de la journée, de bonnes rafales jusqu'à 100 km/h. Ailleurs, beaucoup de nuages et attention au renforcement des pluies, on le disait, sur l'ensemble de la Corse. Pour les températures, ça essaye de grimper un petit peu, notamment sur la partie sud du territoire. Pour ce lundi matin, on a déjà 13 degrés à Nice, seulement 0, c'est vrai, dans le Cantal, 6 à Paris et 3 pour Cherbourg. Et puis dans le courant de l'après-midi, encore de la douceur entre la Corse et le continent, 18, peut-être localement 19 degrés à Nice ou encore dans les rues d'Ajaccio. Et puis également de la douceur dans le nord-ouest de la France, notamment en Bretagne, avec de 14 à 15 degrés. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Il existe un endroit sur Terre qui ne connaît pas la lumière, où il fait froid, tout est gris. Cet endroit, c'est... Bilout, et t'as bien le chrono ou pas? Le Schnorr. Bienvenue chez les ch'tis. C'était les corons. De toute façon, je Top Gear. La Terre, c'était le... Nos 4 amis se lancent des défis ch'tis. Ça claque, non? Bienvenue chez le Ch'tig. Inédit, Top Gear France, jeudi à 21h05 sur RMC Découverte. Canal 24. On y va pour la visite? Ça va toi? Maurice, poissonnier de père en fils. Ravi. Marco. Enchanté. Très sympa. Oh, salut Agathe. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouf, la meilleure ostéo. Ça va la famille? Ça va. Et la petite, ça va? Bien. Ton chat, ça va? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Century 21.
Recycler ces ampoules est un geste qui fait du bien. À vous, aux autres et à l'environnement. Alors déposez-les dans les bacs de recyclage en magasin et en déchetterie. Écosystème, recycler, c'est protéger. Bien protéger votre véhicule, c'est aussi contribuer à préserver le monde qui l'entoure. Depuis 10 ans, Alliance récompense ceux qui roulent peu avec des offres pensées pour eux. Alliance, avec vous pour aller de l'avant. Les pneus sont à changer. Ah. La batterie d'origine. Et la vidange. Elle est parfaite. J'achète. Pneus, huile, batterie et pièces détachées à prix bas toute l'année, en magasin et en ligne. Carter Cash, l'essentiel pour l'auto. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Chez Aldi, on vous propose une large sélection de produits bio à prix bas pour que vous puissiez en profiter tous les jours. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. 67 millions de Gaulois. Et toi? Et toi? Et toi? Le cordon bleu, le Gaulois. Croustillant et fondant à la fois. À la fourchette avec les doigts. Y a tant de façons d'être le Gaulois. Le cordon bleu, le Gaulois, c'est bon d'être Gaulois. Dites-moi. Oui. On se sent particulièrement bien chez vous, non? Alors ça, c'est mon nouveau chauffage atlantique. Oui, j'ai fait poser une pompe à chaleur. J'ai jamais été aussi bien. Atlantique, on est bien chez vous. Chez Harmonie Mutuelle, nous croyons plus que jamais au pouvoir du collectif. Et nous faisons tout pour vous convaincre aussi. Parce que c'est en travaillant main dans la main qu'on fait ce qu'il y a de meilleur. Pas vrai, Nathalie? Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Dans la vie, il y a ceux qui savent voyager. Et puis il y a moi. C'est une malédiction. Quand c'est pas les voisins relous, je me trompe de valise. Et quand c'est pas les valises, c'est la barrière de la langue. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de la jouer au calme, en électrique. Le groupe EDF installe 5000 points de charge par mois pour vous aider à rouler en électrique. En concevant notre gamme de véhicules hybrides et 100% électriques, nous nous sommes avant tout posé une question. Qu'allez-vous ressentir ? Nouveau Lexus UX 100% électrique, à partir de 299 € par mois. Également disponible en version hybride. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. Éric Zemmour était l'invité de BFM TV ce dimanche. Le polémiste encore plus proche d'une candidature. Il ne reste plus qu'à me décider à appuyer sur le bouton, a-t-il indiqué. Éric Zemmour qui a aussi évoqué les inégalités de salaire hommes-femmes. On en parlera dans un instant en plateau avec Anne-Sora Dubois du service politique et Albert Zenou. Retour sur Terre retardé pour Thomas Pesquet et ses coéquipiers à cause de la météo. L'amérissage des astronautes de retour de 6 mois de mission en apesanteur à bord de l'ISS se fera donc mardi à l'aube. Et les vacances, ce n'est pas pour tout de suite. On vous explique tout ça dans un instant. Le Covid avec ses chiffres de l'épidémie qui remontent, notamment un taux d'incidence en hausse sur les derniers jours. La 5e vague est-elle inéluctable? Des annonces sont attendues de la part d'Emmanuel Macron qui s'exprimera, on le rappelle, mardi soir à 20h. Il était l'invité de BFM TV ce dimanche. Éric Zemmour a répondu aux questions de Jean-Baptiste Boursier pendant 1 heure dans BFM Politique. Nous allons prendre le temps d'analyser, de décortiquer son intervention à travers plusieurs thématiques. Tout d'abord, concernant une candidature à la présidentielle, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton, a indiqué le polémiste. Écoutez. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à me décider et à appuyer sur le bouton.
et à décider du jour et de la manière. C'est un changement de vie pour moi. Moi, je mets tout sur la table. Je n'ai pas, encore une fois, de parachute. Je ne suis pas député européen. Je ne suis pas député français. Je ne suis pas tout ça. Pour aller à la présidentielle, il faut que j'abandonne tout. Je ne fais pas de victimisation, vous comprenez, c'est un choix. Mais en tout cas, il faut franchir ce Rubicon-là. Ce n'est pas rien. La situation de la France est tellement grave, est tellement tragique, que ça demande des mesures exceptionnelles. Bon, Anne-Sora Dubois, c'est un suspense qui n'en est plus vraiment un. Oui. Éric Zemmour qui, malgré tout, quand même, essaye de faire durer l'attente. Jusqu'au bout. Quand même, il n'a jamais été aussi près d'une déclaration de candidature que sur notre plateau à midi. Jusque-là, c'était très progressif. Il disait, je verrai si j'ai envie, je verrai si les Français ont envie, je verrai si toutes les conditions sont réunies. Là, il rajoute un certain nombre d'arguments qu'il met dans sa balance pour pousser aussi sa candidature. Il dit, d'après moi, la situation en France, je le recite, est tellement grave que ça nécessite des mesures exceptionnelles. Il dit aussi, je ne suis pas un homme politique, mais visiblement, ça aussi, ça va dans le sens de l'histoire, parce qu'avant, c'était plutôt des hommes issus de la société civile qui se présentaient à l'élection présidentielle. Donc finalement, je suis aussi dans la bonne période, dans le bon timing. Il a dit aussi, je suis potentiellement au second tour. Qui l'eût cru il y a un mois? En clair, il y a la perspective, il y a le QG, il y a l'équipe, il y a les bons sondages. En gros, toutes les conditions sont réunies. La seule chose, effectivement, encore une fois, c'est est-ce qu'il a les parrainages? Et c'est peut-être pour ça qu'il attend de se déclarer. Alors, il y a un sujet qui fait beaucoup réagir lorsqu'Éric Zemmour a été interrogé également sur les inégalités de salaire. À métier égal, y a-t-il des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes? Écoutez la réponse d'Éric Zemmour, on en parle largement après. Il y a une inégalité salariale parce qu'elles n'ont pas les mêmes métiers. Et que la plupart il y a beaucoup de femmes qui sont dans des métiers moins bien payés. Mais c'est elles qui les choisissent. Ceux qui avancent qu'à métier égal, les femmes sont 18% moins bien payées, c'est faux. C'est faux. Voilà. Sur quelle base? C'est faux, c'est tout, c'est faux. La différence, c'est à métier égal, à compétence égale et à travail égal, c'est faux. Mais sur quelle données j'ai des chiffres qui prouvent que c'est faux. Et c'est quoi ces chiffres? mais comme les vôtres, c'est quoi ces chiffres? Oui, nous, c'est des chiffres qui sont faits par l'INSEE, nous, c'est un peu notre référence. Non, mais vous savez, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Une réponse assez incroyable d'Éric Zemmour. Albert Zenou, quand on entend ces arguments, ces chiffres qui ne sont pas sourcés de la part d'Éric Zemmour, il ne veut absolument pas dire d'où il tient ces informations. On a quand même l'impression que cette image de misogyne qui lui colle à la peau depuis un moment, déjà, est-ce que c'est pas préjudiciable? Les femmes représentent une très grande partie de l'électorat français. Se couper d'une partie, en tous les cas une partie conséquente, au moins 50% de l'électorat, c'est toujours compliqué. Donc beaucoup de femmes qui ont entendu ou qui vont entendre encore ces propos peuvent être choquées. Sur leur fiche de paie, elles voient que parfois c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pas toujours un choix. Que c'est pas toujours un choix. Donc, mais ça fait partie aussi du personnage et de la stratégie d'Éric Zemmour. Il considère, je pense, que c'est pas en étant consensuel qu'on réussit. C'est pas en étant consensuel qu'on va aller chercher les électeurs. Mais c'est en étant clivant. C'est justement parce qu'il est clivant. C'est justement parce qu'il aborde des thèmes que plus personne n'osait vraiment aborder de la manière dont il les aborde, lui. Sur l'immigration, sur la sécurité, là, sur le travail des femmes. Et donc, c'est comme ça qu'il marque des points et qu'il espère aller chercher cette partie de l'électorat qui est capable de voter pour lui. Donc, il n'en veut pas plus, il ne veut pas rassembler l'ensemble des Français. Je pense que si on comprend ça, on comprend mieux Éric Zemmour. Et ne pas aller chercher le consensus, mais au contraire, aller chercher l'élément le plus clivant. Anne, l'analyse par rapport à ces propos d'Éric Zemmour qui forcément interpelle. On est quand même assez interpellé par ces propos. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces métiers qui sont moins bien payées, mais ce sont elles qui les choisissent, dit notamment Éric Zemmour. On va juste citer les chiffres de l'INSEE, c'est notre travail de journaliste. Donc, l'INSEE établit que les salaires des femmes sont de 16,8% inférieurs à ceux des hommes à compétences et à poste égal. Voilà, donc ce sont les chiffres de l'INSEE que Éric Zemmour rejette. En attendant, ce sont les données. Voilà, ce sont les données. Et finalement, dans ces cas-là, il faut qu'il explique d'où viennent ces chiffres à lui et comment elles sont sourcées. En tout cas, ce qu'on peut redire, effectivement, c'est qu'il y a très certainement un objectif stratégique derrière tout ça.
dans son envie de séduire ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote, qui est beaucoup plus traditionnaliste sur la répartition des tâches. Il dit aussi, cette répartition des salaires, c'est aussi parce que les femmes font des pauses dans leur carrière professionnelle pour avoir des enfants, parce qu'elles choisissent des métiers différents qui sont moins exposés, qui sont moins sollicitants. On comprend bien quel est l'électorat qu'il essaye de séduire à travers cette déclaration. Il parle aussi à une partie, sans doute des hommes, parce que la majorité de l'électorat d'Éric Zemmour est masculin, qui en a un peu ras-le-bol des féministes. D'ailleurs, les féministes, il les conspuent à jet, continue Éric Zemmour, et considère que c'est une dérive de notre société moderne. Donc, il adresse une forme de clin d'œil à tous ces hommes qui en ont ras-le-bol de cette évolution sociétale. On lui rappelle quand même qu'effectivement, c'est plus de 50% du corps électoral les femmes, et que si on a bien un pouvoir, c'est celui de voter qu'on a depuis 1945. Allez, un autre sujet sur lequel était interrogé également Éric Zemmour ce midi, le ou la candidate Les Républicains à la présidentielle qui n'a aucune chance selon lui. Ne font pas vraiment campagne pour la présidentielle, ils font campagne pour être Premier ministre de Macron. Ils sont tous les trois Macron compatibles, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette avec Macron. Ils vont faire semblant de se différencier, mais sur le fond, pour moi, ce sont les mêmes, et ce sont les mêmes que Macron. Albert Zeno, un commentaire par rapport à ce que dit Éric Zemmour, pas tant une fois encore avec les LR. Oui, puisque ils sont sur une partie de l'électorat commun. Donc aller attaquer le représentant de la droite républicaine et dire qu'il n'est qu'un suppôt et un allié potentiel de Macron, c'est dire aux électeurs de droite, venez chez moi, la vraie droite c'est moi. Vous allez être trompés par le représentant des républicains à l'élection présidentielle. Donc effectivement, il y a aller chercher là aussi cet électorat-là. Il en a besoin. Il doit conforter cet électorat qui, chez LR, est représenté surtout par les seniors, par des CSP+, une partie de son électorat qui est en commun, comme je l'ai dit, et donc un travail de délégitimation du candidat LR, en disant qu'il ne cherche tous qu'à être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est une stratégie, là encore, enfin, il est toujours dans une opposition ferme et contre à la fois les Républicains et contre Marine Le Pen. On va voir ce qu'en pense le Rassemblement national à présent. Bonjour Gaëtan Dussaucé, vous êtes membre du bureau politique du Rassemblement national. Alors Caroline Parmentier, qui est l'attachée de presse de Marine Le Pen, a tweeté sur cette interview aujourd'hui d'Éric Zemmour sur les femmes moins bien payées. Elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes, ces pauvres cruches, dit-elle. Vous pensez quoi de ces propos d'Éric Zemmour ? Si vous voulez, c'est des propos qu'évidemment nous ne partageons pas. Encore une fois, je veux bien que Éric Zemmour essaye d'éviter de rentrer dans des batailles de chiffres et des débats de chiffres, mais quand les chiffres sont là, quand la réalité est là, puisque c'est l'INSEE qui le dit, évidemment, force est de le constater, il faut y chercher des solutions, y apporter des propositions. C'est pas sans vous cacher que ça fait partie des points de divergence que nous avons, Éric Zemmour. Je crois que sur toutes les questions un peu économiques et sociales, c'est vrai que nous avons des divergences qui sont assez profondes, on l'a encore vu ce midi. Alors Éric Zemmour, il a évoqué Marine Le Pen. Marine Le Pen ne pourra jamais gagner. Les gens, et particulièrement ses électeurs, n'oublieront jamais son débat d'entre-deux tours de 2017. C'est ce qu'a indiqué Éric Zemmour. Quelle est votre réaction ? Écoutez, il a le droit de le penser et de le dire, mais si vous voulez, il faut quand même avoir un peu l'honnêteté à un moment donné de reconnaître que lorsque dans les sondages, on place Marine Le Pen à 45, 46, 47% dans le cadre d'un hypothétique second tour, on a évidemment beaucoup plus de chances de l'emporter au second tour face à Emmanuel Macron qu'un Éric Zemmour qui, lui, n'est crédité a priori que de 35 à 40% au second tour. Et si vous voulez, moi, il y a quelque chose qui me dérange quand même beaucoup dans la démarche d'Éric Zemmour, c'est qu'il parle énormément de Marine Le Pen, il critique énormément Marine Le Pen, mais où sont ces critiques à l'intention et à l'encontre du président sortant, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron? Je veux bien qu'il se lance dans l'arène politique, mais il était où il y a 15 ans, en 2002, en 2007, en 2017, quand il fallait justement défendre un candidat anti-immigration, un candidat patriote, comme ce fut le cas de Marine Le Pen au second tour de 2017? On ne l'a pas entendu et on le regrette évidemment. Alors, il y a eu d'autres propos également concernant l'électorat de Marine Le Pen. Éric Zemmour qui a précisé ses propos concernant le ghetto de pauvres et de chômeurs dont il avait parlé il y a quelques temps. Il a expliqué que Marine Le Pen enfermait donc ses électeurs dans un ghetto politique, c'est ce qu'il a précisé, que selon lui, les voix du Front National sont stérilisées parce que le parti ne peut pas s'allier à d'autres personnes et que personne ne peut s'allier à lui. C'est ce qu'il appelle un ghetto, ce sont ses termes. Quelle est votre réaction à ces propos ?
Si vous voulez, je n'ai pas spécialement envie de me lancer dans un débat d'invectives, de critiques et parfois même d'injures, parce que ce sont des injures. En réalité, nous faire le reproche de ne pas être suffisamment, de ne pas jouer suffisamment la carte du rassemblement, je suis désolé, mais c'est un peu fort de café et c'est très hypocrite, parce que c'est évidemment Marine Le Pen qui a rassemblé des grandes personnalités politiques au sein du Rassemblement national. Je pense à Thierry Mariani, l'ancien président le président de la droite populaire, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Je pense à Jean-Paul Garot, également membre de la droite populaire. Je pense à Andréa Cotarac de la France Insoumise, Hervé Juvin du milieu de la société civile et tant d'autres. Donc ce rassemblement, nous le faisons, nous l'avons déjà fait et nous continuons de le faire. J'attends de voir ce qu'il en sera d'un homme qui pour l'instant semble un peu isolé et qu'on nomme évidemment Éric Zemmour. Merci beaucoup Gaëtan Dussaucier d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV. Dans l'actualité de ce dimanche, il y a également le départ de Thomas Pesquet repoussé à demain en raison de la météo initialement prévue ce dimanche. Le retour de l'astronaute français et de l'équipage du Crew Dragon est finalement décalé d'une journée en raison de vents violents sur la zone où la navette doit amérir. Départ donc demain à 20h05 et Thomas Pesquet est désormais attendu mardi matin au large de la Floride vers 4h33. Heure de Paris. Pauline Simonet, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Comment la NASA explique-t-elle précisément ce nouveau report, Pauline ? Eh bien écoutez, la NASA avait déjà évoqué des incertitudes liées aux conditions météo dans son précédent bulletin. Elle espérait des améliorations qui se profilaient et finalement qui ne se sont pas produites. Et donc la NASA a décidé de repousser ce départ parce qu'il y a des vents violents qui persistent à proximité de la zone d'amérissage. Et donc ce départ est reporté. Et la prochaine fenêtre météo favorable, c'est donc demain, lundi, un désarrimage à 20h heure française. Et donc ce sera une arrivée sur Terre nocturne de nuit. Il sera 4h33 précisément. Et donc Thomas Pesquet et ses 3 collègues, 2 Américains et un Japonais, vont rester quelques heures supplémentaires à 400 km d'altitude avant d'embarquer à bord de Crew Dragon, la capsule de SpaceX d'Elon Musk qui est chargée de transporter les astronautes et de les ramener sur Terre, ou plutôt en mer, puisque l'amérissage va se produire au large de la Floride. On ne sait pas où exactement, sans doute dans le golfe du Mexique, mais l'endroit ne sera pas rendu public. Il sera tenu secret jusqu'au bout pour des raisons de sécurité. Ensuite, les astronautes seront transportés ici, à Houston, où je me trouve, au centre de la NASA, au quartier général de la NASA. Ils vont subir toute une série de tests pour vérifier comment ils ont supporté plus de 6 mois en apesanteur. Et ensuite, le Français Thomas Pesquet, lui, sera rapatrié en Europe, en Allemagne, à Cologne, pour 3 semaines de remise en forme. Merci beaucoup Pauline Simonet pour ces précisions et donc l'attente de ces astronautes dont Thomas Pesquet dans les prochaines heures, les prochains jours. Marie-Ange Sangui, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. On a compris que cette mission, ce retour était dangereux en soi. L'amérissage va être assez technique. Expliquez-nous comment ça va se dérouler ce voyage retour et cet amérissage donc, qui ont été reportés dans le temps. Une fois que la capsule va s'être désamarrée de la Station spatiale internationale, elle va faire un petit tour de la station pour faire quelques photos à la demande du sol, parce qu'on vérifie la station régulièrement maintenant dès qu'on le peut. Et ensuite, elle va se diriger vers l'atmosphère et va rentrer dans l'atmosphère pour aller amérir en mer du côté de la Floride. Alors, comme le disait votre correspondante, il y a des incertitudes sur le lieu. À ce jour, il y a 7 possibilités d'amérissage au large de la Floride. 3 dans l'océan Atlantique et 4 dans le golfe du Mexique. Quand la météo n'est pas très favorable, on prend le golfe du Mexique qui est un petit peu plus protégé. Et jusqu'à présent, on pensait qu'ils allaient amérir vers Tallahassee, qui est vraiment dans un creux bien protégé. Mais même là, les vents étaient trop forts et la NASA a décidé que finalement, non, on reporte de 24 heures. La suite après, une fois que Thomas Pesquet sera de retour, brièvement il va aller à Houston, comme nous le disait Pauline Simonet, et puis à Cologne. Cologne, le centre d'entraînement des astronautes européens. Et là, ça va être un moment important parce qu'il va falloir, entre guillemets, se réhabituer à la vie sur Terre. Oui, une fois qu'il va être récupéré dans sa capsule, donc on les extrait de la capsule, on les ramène jusqu'à Houston très rapidement. Quelques heures de test, pour lui ça va être assez court, et tout de suite il est emmené par un avion français qui le ramène jusqu'au centre d'entraînement des astronautes à Cologne, le centre de l'ESA, et c'est ici que pendant près de 3 semaines
il va se réhabituer, après 6 mois, à vivre sur Terre. C'est-à-dire qu'il aura des tests tous les jours, il aura des entraînements, du sport, etc. pour se réhabituer à peser son poids, à marcher, à ne pas tomber, etc. Et puis on a pesanteur. Voilà. Et seulement après, il aura le droit de prendre des vacances. Ouais. Il va falloir attendre encore un petit peu. Alors, ça fait plus de 6 mois maintenant que Thomas Pesquet et ses coéquipiers sont partis à bord de cette station spatiale internationale. Quel est le bilan de cette mission Alpha ? C'est toujours un bilan qui est difficile pour toute mission d'astronaute. C'est toujours assez difficile de donner un bilan dans le sens où ils sont acteurs de science et ils ne sont pas seuls sur une expérience. Bon, par exemple, le blob, on a tous entendu parler du blob, ça a fait un carton dans les écoles, ça a très bien marché avec les enfants. Au niveau éducatif, c'était extraordinaire. Ça a été très court. Mais la plupart des expériences que mènent les astronautes et cosmonautes à bord, ce sont des expériences qui sont au long cours. Ils les commencent, ou alors ils arrivent, ils prennent en cours, pendant 6 mois ils travaillent dessus et ils laissent la place à un autre qui va continuer. Ce sont souvent des expériences qui sont sur 1 an, 2 ans, 3 ans, certaines sont sur 5-10 ans, parce qu'on a besoin d'aller plus loin et les scientifiques demandent des informations complémentaires. Merci beaucoup, Marie-Ange Sangui, pour vos explications toujours très claires, pour nous aider à y voir vraiment très, très clair et à comprendre ce qu'il se passe. Le retour donc de Thomas Pesquet décalé, on le rappelle, il ne rentrera pas ce dimanche, mais il partira demain. Retour prévu donc mardi matin au large de la Floride en principe. L'actualité ce dimanche, c'est aussi l'épidémie de Covid. Où en est-on ? Sur les 7 derniers jours, le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte. Il est désormais de 62 cas positifs pour 100 000 habitants au niveau national. 276 nouvelles personnes ont été hospitalisées et 70 nouvelles entrées ont été enregistrées en soins critiques. Un coup d'œil sur les autres indicateurs avec Camilla Giudice. Même si la hausse est pour l'instant contenue, l'épidémie de Covid-19 reprend ces dernières semaines. Pour preuve, le taux de reproduction du virus est désormais établi à 1,11. Un malade contamine donc plus d'une personne. En 7 jours, le nombre de nouveaux cas quotidiens a d'ailleurs augmenté d'environ 15%. Une situation scrutée de près par le gouvernement, qui alerte sur le risque d'une nouvelle vague épidémique. Même si on parle moins du Covid, le virus continue de circuler. Si en France nous ne faisons pas encore face à une vague, l'augmentation est réelle et les hospitalisations repartent à la hausse. Nous ne devons pas nous penser hors d'atteinte. Hier, 6667 personnes étaient hospitalisées à cause du Covid. C'est 2,2% de plus que la semaine dernière. Les admissions en soins critiques augmentent elles aussi. En moyenne, 70 personnes sont hospitalisées tous les jours dans ces services. Une hausse de 12% en une semaine. Conséquence, plus d'un lit de réanimation sur 5 est occupé par un patient atteint du Covid-19. Que va annoncer Emmanuel Macron pour faire face à ce rebond épidémique ? Le chef de l'État va s'adresser aux Français mardi soir à 20h. Une allocution qui sera bien sûr à suivre en direct sur BFM TV. Et avec la reprise de l'épidémie, les centres de vaccination font eux le plein pour ce dernier week-end des vacances de la Toussaint. À Perpignan par exemple, nombreux étaient les primo-vaccinés qui ont finalement donc décidé de sauter le pas. Justine Salle et Salima Zegaï. C'est votre première injection ? Sandrine a décidé de passer le cap. Elle qui ne souhaitait pas se faire vacciner s'est rendue hier dans un centre pour recevoir sa première dose avec un peu d'appréhension. J'ai une amie qui s'est fait vacciner et qu'elle a été malade pendant 2 mois. Donc du coup, il y a ces petites appréhensions qui restent... Allez, je vous pique. Comme Sandrine, ils sont nombreux dans ce centre à se faire vacciner maintenant, plus par contrainte que par conviction. Je me fais vacciner pour le pass sanitaire parce que pour aller dans les cinémas, pour faire du sport, pour aller à l'école, il faudra le pass sanitaire. Du coup, je le fais maintenant parce que par obligation. Je suis intérimaire, je travaille de partout et c'est surtout pour reprendre le travail. Vu qu'on est obligé de se faire vacciner, donc j'ai pas eu le choix, parce que sinon je n'aurais pas pu vacciner. Depuis le début des vacances de la Toussaint, ce centre de Perpignan fonctionne à plein régime, surtout le week-end. Nous vaccinons en moyenne 180 personnes par jour, avec aujourd'hui un pic à 250 rendez-vous. C'est plutôt lié à un rebond de l'épidémie qui est en train un petit peu de redémarrer, et ça remotive certaines personnes à se vacciner, ce qui est une très bonne chose. La preuve, c'est que nous voyons des premières doses. Nous voyons des deuxièmes doses et des troisièmes doses. Au niveau national, l'annonce d'une prise de parole d'Emmanuel Macron a déjà eu un impact sur la vaccination. 63 000 rendez-vous ont été pris ce vendredi pour effectuer la 3e dose de vaccin.
En bref, un chasseur a été grièvement blessé au thorax ce dimanche en fin de matinée en lisière de forêt à Landrécourt dans l'Aisne. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un accident de chasse. La victime est partie à l'hôpital de Reims en urgence absolue et les constatations sont en cours pour connaître les circonstances de ce drame. Et puis on parle voile à présent avec le départ de la Transat Jacques Vabre qui a été donné du Havre à 13h27 précisément aujourd'hui. Cette course transatlantique en double jusqu'à la Martinique. Les 79 bateaux se sont élancés pour cette 15e édition avec le retour du public et beaucoup d'émotions forcément. Maureen Lehou était sur place pour BFM TV. Oui, ça y est, les 79 bateaux sont partis du Havre à 13h27 précisément, direction la Martinique pour la première fois dans l'histoire de cette Transat Jacques Vabre. Les skippers qui vont donc traverser l'Atlantique, 15-20 jours à peu près de course. On a assisté forcément à une matinée chargée en émotions lorsque les bateaux ont quitté le bassin Paul Vatine ici au Havre avec les curieux, avec la famille, les proches venus les saluer, les encourager une dernière fois. Les skippers qui vont pouvoir encore apercevoir les supporters, les spectateurs qui se sont massés sur les côtes normandes jusqu'à Étretat pour les saluer. Et puis ensuite, ce sera direction l'Atlantique et donc la Martinique pour cette Transat Jacques Vabre. À suivre sur BFM TV, retour sur Terre reporté pour Thomas Pesquet. Il ne repartira finalement de la Station Spatiale Internationale que demain soir à cause de mauvaises conditions météo sur le lieu où il pourra amérir mardi matin a priori au large de la Floride. On y revient dans le journal de 16h30.